Cette journée de mobilisation en France, à l'appel du mouvement Bloquons tout, environ 200 000 participants. Évidemment, les chiffres varient, mais on va les détailler. Pour en parler avec nous, David Guin, bonsoir. Vous vous définissez comme un citoyen engagé et vous êtes un ancien gilet jaune de l'Essonne. En face de vous, Béatrice Gibelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, professeur honoraire à l'Institut français de géopolitique. Vous êtes notamment spécialiste des mouvements sociaux et vous avez écrit Le paradoxe français chez Armand Collin. Baptiste Talbot, bonsoir, secrétaire confédéral de la CGT. Et puis nous a rejoint également Isabelle Fissek. Bonsoir, chef du service France des Échos, avec qui nous sommes en partenariat sur cette émission. Alors on va tout de suite retourner sur le terrain de cette journée de mobilisation. Regardez d'abord ce reportage de Paul-Luc Monnier et Guillaume Le Goff et on décrypte tout cela juste après. La confusion vers 16h dans le quartier des Halles en plein cœur de Paris. Les CRS chargent les manifestants, repoussés de tous les côtés. Soudain, les flammes dans une brasserie. À l'origine, sans doute, un tir de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Le point d'orgue d'une journée de tension et de manifestation. Dans toute la France ce matin, un concert de klaxons et le réveil d'un vieux symbole, le rond-point. Ça fait 8 ans que je suis dans les Gilets jaunes, donc j'ai fait la première période et je reviens là. De la périphérie de Besançon à celle de Rouen, les Gilets jaunes retrouvent des couleurs. Occupation de giratoires et blocage des poids lourds. Je vais te mettre là-bas à droite et tu bouges plus. Macron est remonté. Et tout augmente, les retraites n'augmentent pas. On va où là? Il veut nous faire crever la dalle. Barrage filtrant en Normandie et tentative de péage gratuit sur l'autoroute A10, près de Poitiers. On bloque 10 minutes, on laisse 1 minute ouverte, 10 minutes, 1 minute ouverte. Les manifestants sont vite délogés par la gendarmerie. Une personne est interpellée. À Paris, c'est le boulevard périphérique qui est ciblé. Du mobilier sur la chaussée. Même chose à Lyon, quelques minutes plus tôt. Tu vas travailler. Les esprits commencent à s'échauffer. Béatrice Gibelin, je commence avec vous parce que vous avez longuement étudié tout au long de votre carrière justement tous ces mouvements sociaux. Quand vous voyez ces images d'aujourd'hui, quelle est votre réaction? Qu'est-ce qu'elles ont de différent de ce qu'on a pu connaître par le passé? Ou est-ce qu'il y a une même colère sociale qui se répète? Bon, c'est jamais tout à fait les mêmes colères sociales qui se répètent, les contextes sont différents, les organisations de ces mouvements sont différents. Quand j'étudiais cela, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La grande différence, c'est que ça fonctionne, y compris sur la mobilisation, y compris pour organiser dans un peu un jeu de chat et de souris rapide. Ça, c'était absolument inenvisageable. Et puis, quand j'étudiais les mouvements sociaux, l'époque des gros syndicats qui existent encore, mais on sait bien qu'il n'y a plus cette même... D'abord parce que les effectifs ouvriers ont considérablement baissé en France et que la syndicalisation est moins forte qu'elle était. Donc, il y a de la colère et des luttes. Elles ont toujours existé et là, je pense qu'elles existeront encore longtemps. Mais c'était tout à fait extrêmement différent. Moi, ce qui m'a frappé dans ce mouvement d'aujourd'hui, même si vous avez pu montrer des carrefours sur lesquels on retrouvait des gens qui avaient déjà été des manifestants de Gilets jaunes, c'est la jeunesse essentiellement étudiante ou lycéenne qui occupait... J'ai regardé rapidement la carte un peu des lieux de rassemblement. Toutes les villes universitaires ont eu des manifestations et des mouvements. Oui, notamment beaucoup à Paris, Nantes, mais Rennes. Mais Besançon, mais Poitiers, mais Arras, c'est même Albi, si vous voulez, qui est une antenne de Toulouse. C'est véritablement, et on le sait bien, puisque c'est quand même un électorat qui peut être favorable à LFI, que Jean-Luc Mélenchon, dès cet été, a pris un peu la main en disant « nous, on soutient ce mouvement-là ». Et du coup, il a changé un peu de nature, si vous voulez. Donc, pour moi, c'est...
des colères, des ronds-points occupés, des manifestations bien organisées, il y en a eu aussi. Quand la CGT locale s'était mobilisée et assez tôt, les choses se sont passées assez correctement. Et puis ce phénomène d'une jeunesse très à l'aise dans les réseaux sociaux, sachant les utiliser dans son organisation. Et ça sera de plus en plus fréquent comme ça. Puis le dernier point, c'est quand même l'hétérogénéité des revendications des uns et des autres. C'était, si vous voulez, ça allait du contrôle continu au bac qu'on veut voir réinstaurer à un pouvoir d'achat où on en a marre de ne pas pouvoir finir nos fins de mois. Et voilà. Justement, Baptiste Talbot, est-ce que, je ne vais pas dire, on va parler après des chiffres, est-ce que c'est ce qui a manqué dans cette journée du côté des manifestants, c'est, j'allais dire, un mot de ralliement plus précis, comme les organisations syndicales peuvent le faire, comme la CGT peut le faire. Est-ce que c'est une répétition et que pour vous, le vrai acte, c'est plutôt le 18 septembre prochain ? Nous, on a une appréciation très positive de la journée d'aujourd'hui. On s'était fixé l'objectif d'une première étape réussie pour construire la suite du processus de mobilisation, et notamment le 18 septembre. On estime là-dessus qu'on a coché toutes les cases. Nous, on s'était fixé en particulier l'objectif de contribuer par la grève à la réussite de ces mobilisations. Il y a eu de fait des mouvements de grève assez importants dans un certain nombre de secteurs professionnels. Chez les cheminots, on en a peu parlé aujourd'hui, mais enfin, il y avait quand même 25% de grévistes et puis des perturbations importantes. Assez limité dans d'autres secteurs, éducation nationale assez limitée. Il y a eu des grèves importantes dans le secteur industriel, ce qui n'est pas forcément courant, notamment dans la métallurgie, dans la chimie, dans l'agroalimentaire. Dans les collectivités territoriales aussi, des centaines d'équipements qui étaient fermés aujourd'hui. Donc une vraie profondeur de la grève qui est en train de s'installer. Et sur la question des mots d'ordre, alors c'est vrai que le mouvement... l'appel dit du 10 septembre, il est parti au départ sur des mots d'ordre assez vastes. La focale s'est quand même largement resserrée dans les dernières semaines et les derniers jours. Et maintenant, il est clair que les questions qui sont au centre du mouvement en cours et qui va se prolonger, c'est bien l'avenir en particulier du projet de budget Bayrou, et qui s'appelle Bayrou ou pas n'est pas l'essentiel. La question, c'est le contenu du projet de budget et les politiques d'austérité, et la question de savoir si on va poursuivre les politiques qui sont menées de manière obstinée par Emmanuel Macron, mais qui sont en fait des politiques menées de manière structurelle depuis maintenant près de 25 ans, qui consistent à essentiellement rémunérer le capital, instaurer des politiques en faveur des plus riches et du grand patronat, au détriment des salariés, des jeunes, des retraités. Voilà, c'est ça les questions aujourd'hui qui sont posées. La question des services publics, parce qu'elle est également liée à tout ça, les questions des moyens budgétaires. Donc voilà, il nous semble qu'aujourd'hui, on est clairement face à un choix. Est-ce que demain, dans ce pays, on va faire davantage le choix des salaires, du social et des services publics ? C'est, nous semble-t-il, la question qui était au cœur des mobilisations aujourd'hui. Alors, on va évidemment en parler dans cette émission. On va parler un petit peu dans quelques minutes, notamment du comparatif avec les Gilets jaunes de 2018-2019, notamment avec vous, David Guin. Mais avant, je pose une question vraiment peut-être un peu provocatrice, mais extrêmement simple. Est-ce que c'est une journée réussie ? 200 000 manifestants, 175 000 selon le ministère de l'Intérieur, 250 000 selon des sources syndicales. Environ 200 000. C'est un succès ou c'est un flop, Isabelle Fissek, ou est-ce que c'est entre les deux ? Alors, c'est, j'allais dire, entre les deux, le ministère de l'Intérieur attendait 100 000 personnes. Là, ce soir, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, reconnaît lui-même, ce sont les chiffres de la police, un peu moins de 200 000 personnes. Donc, ce n'est pas rien, surtout pour une mobilisation qui, au départ, est née sur les réseaux sociaux. Puis, c'est vrai, a ensuite eu le concours de certains syndicats et d'abord, en tête quand même, de la France insoumise. Mais les Gilets jaunes, et ça, ce sont encore... Alors, les chiffres du ministère de l'Intérieur, le premier week-end de mobilisation, c'était quasiment 300 000 personnes. Donc, ce n'est pas rien, et c'est un premier tour de chauffe, et c'est vrai qu'on verra, et peut-être que certains, d'ailleurs, se sont réservés pour le 18 septembre, où là, les mots d'ordre, depuis le début et depuis le communiqué de l'intersyndicale, sont plus clairs, et oui. Là, sans doute... Juste parce que pour donner des ordres de grandeur pour nos téléspectateurs, donc les Gilets jaunes, je crois que le maximum, c'était plutôt 300, 350 000. On va voir là des images qui datent évidemment en 1995, mais là, la France était bloquée pendant 3 semaines. Distributeurs
distributeurs bloqués, les routes bloquées, les transports. Là, c'était entre 1 et 2 millions de personnes. Et puis, on a d'autres choses. Le CPE en 2006 contre Dominique de Villepin, plus d'1 million de personnes. La loi Woerth en 2010, 1,23 million de personnes. Ça, ce sont les chiffres du gouvernement, donc qui sont toujours plus bas que ceux des organisations syndicales. 7 mars 2023, la réforme des retraites, pareil, 1,28 million de manifestants selon le gouvernement, 3,5 millions de personnes selon les syndicats. Donc on voit qu'on est dans une moyenne, mais c'est ni un flop, ni le succès qu'espéraient peut-être les organisateurs. Tout à fait. Et encore une fois, c'est un mouvement qui est assez différent de, par exemple, le mouvement contre la réforme des retraites. C'est pas du tout la même chose. Donc, en termes de mobilisation, on n'attendait pas non plus 1 million de personnes. C'était évidemment pas possible aujourd'hui. Alors tout de suite, une réaction en direct. Bonsoir Daniel Obono, merci d'être avec nous sur France Info. Daniel Obono, député LFI de Paris. Alors on le sait, LFI s'était beaucoup investi dans cette journée de mobilisation. Quel bilan en tirez-vous ce soir ? Eh bien, nous considérons que c'est une première mobilisation fort réussie. Vous évoquiez d'autres grands mouvements sociaux dans notre pays, mais je tiens à vous rappeler qu'on parle là de mouvements sociaux qui ont pris plusieurs jours, plusieurs semaines à atteindre leur point le plus important. Là, on est le 10 septembre, à une semaine de la rentrée, et vous avez effectivement des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées. Je tiens à faire remarquer également que c'est quand même un mouvement qui a réussi à obtenir une première victoire avant même qu'il ait lieu, puisque, comme l'a dit lui-même M. Bayrou, c'est l'appel de cette mobilisation qui l'a précipité à demander le vote de confiance de l'Assemblée nationale, qu'il a perdu, et donc il a dû démissionner, et c'est donc la pression populaire, avant même qu'elle apparaisse dans la rue, qui a amené à ce premier résultat de se débarrasser de François Bayrou et de son budget délétère qu'il prévoyait. Et donc, ça ne peut qu'être un encouragement de notre point de vue à ce que les prochains jours et les prochaines semaines voient se déployer encore plus fortement la mobilisation populaire, en même temps que nous, à l'Assemblée nationale, nous mènerons la bataille parlementaire pour pointer ce qui est le problème, et ce que vous avez bien exprimé, j'entendais sur le plateau, le fait qu'il y a effectivement beaucoup de revendications, mais il y a une convergence qui s'est faite quand même autour d'un ras-le-bol général, d'une grande colère par rapport aux conditions de vie, de survie même pour des millions de personnes aujourd'hui dans ce pays, et qui pointe justement le fait que Premier ministre après Premier ministre de la Macronie, ce sont les mêmes politiques qui se font pour une minorité au détriment de la majorité. Et donc oui, c'est la politique dans son ensemble, la politique d'Emmanuel Macron, avec laquelle il faut en finir. Et je pense que cette aspiration, elle est commune, elle est partagée, bien au-delà même des milliers et des milliers de personnes qui étaient dans la rue aujourd'hui. Et ce n'est qu'un début, je l'espère. Une autre question, une dernière question, parce que on a reçu évidemment beaucoup d'acteurs de tous les côtés sur ce plateau ces derniers jours. Beaucoup d'ailleurs des reporters qui ont été notamment à des manifestations, à des préparations du mouvement Bloquons tout. D'autres analystes nous disent la différence avec les Gilets jaunes, on va en parler un petit peu après, c'est que les Gilets jaunes, c'était la France qui travaille, qui était là notamment les samedis. Ce mouvement Bloquons tout, on a parlé notamment d'étudiants, c'est pas vraiment la France qui travaille, et c'est surtout un mouvement qui a été récupéré uniquement par LFI. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Disons que c'est un point de vue qui est très situé, qui est très partisan, on va le dire, en tout cas très connoté, mais en réalité, d'abord, je tiens à vous faire remarquer qu'aujourd'hui, les étudiants et les étudiantes sont une catégorie des travailleurs, et souvent de travailleurs très précaires. Et on ne peut pas dire que quand vous avez autant de gens qui sont obligés d'avoir un travail pour pouvoir continuer des études, ce ne seraient pas des gens qui travaillent, qui sont actifs, même si effectivement elles et ils devraient pouvoir consacrer leur temps à leurs études plutôt qu'au travail. Mais je tiens à vous faire remarquer aussi également, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait aussi des salariés, puisqu'il y avait des appels d'organisations syndicales. Moi, j'étais sur des piquets de grève ce matin. Beaucoup de personnes s'y sont aussi retrouvées, puisqu'il y a des revendications des Français et des Françaises. Et dans les manifestations, il y avait effectivement beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, mais il y avait aussi des personnes d'un certain âge, des personnes retraitées,
et plus largement, en fait, nous avions une vision, enfin, de tous les secteurs, en fait, qui subissent aujourd'hui la politique. Et par ailleurs, merci beaucoup, Daniel Obono, parce que je vais faire... Allez-y, terminez, je vais faire réagir le reste du plateau. Parce qu'il doit être le plus large possible, et nous espérons bien qu'il continue à s'élargir encore plus. Merci beaucoup, merci Daniel Obono, député LFI de Paris, d'avoir été avec nous. David Guin, on en parlait à l'instant, vous qui avez donc connu il y a 7 ans maintenant, 2018-2019, les Gilets jaunes, est-ce que vous voyez des similarités entre ce qu'on voit aujourd'hui et ce que vous avez connu à l'époque, ou des grandes différences ? Pour être aujourd'hui, j'ai été en fait sur les points de rassemblement qu'il y avait notamment à République et à Châtelet-Les Halles. Il y avait beaucoup de jeunes. Je me suis senti un petit peu vieux dans tout ça, mais il y avait quand même beaucoup de jeunes. Mais selon ce que j'ai pu voir aujourd'hui, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux ainsi que sur les images que vous avez pu diffuser, j'ai trouvé que j'ai pas vu beaucoup de jeunes. J'ai vu vraiment qu'il y avait un certain nombre de personnes. On peut parler de 175 000. Je ne peux pas affirmer ce chiffre. On sait toujours qu'ils sont à la baisse. Et peut-être tant mieux parce qu'on le sait. Donc ils étaient peut-être plus haut que 175 000. Maintenant, il y a... Et dans l'atmosphère, dans les revendications, est-ce que vous vous êtes dit je retrouve ce que j'ai connu il y a 7 ans ou non ? J'y ai effectivement pu constater, pour pouvoir avoir échangé avec des personnes, il y a des choses qui sont similaires, d'autres qui viennent se greffer. La jeunesse n'était pas là lors des Gilets jaunes. Notre jeunesse, les étudiants n'étaient pas parmi nous. On peut parler des mouvements syndicaux, enfin des syndicats, ils n'étaient pas aussi parmi nous. Il y avait vraiment quelque chose de populaire et qui vient du peuple et du citoyen. Voilà. Aujourd'hui... si je dois répondre à une question, c'est un début pour cette manifestation, enfin du moins cette manifestation, et elle va sûrement perdurer. Au vu de la politique qui est menée dernièrement par le gouvernement et notamment par Emmanuel Macron, à mon avis, les choses ne vont pas s'arrêter là, et je pense qu'elles vont même s'amplifier. Mais il y avait une réelle différence. Autre point de comparaison, Baptiste Talbot, mais tout le monde peut réagir, il y a toujours des images de violence. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'images de violence ? Et puis Béatrice Gibelin aussi, évidemment, vous pouvez nous en parler. Est-ce que c'est l'expression d'un mal de plus en plus profond, ou est-ce que c'est de nouvelles méthodes ? On a l'impression, mais ça n'est peut-être qu'une impression, qu'il y a de plus en plus de violence. Je ne suis pas certain que le niveau de violence aujourd'hui était supérieur à ce qu'on a pu connaître, par exemple, pendant la loi travail. Le répertoire de la mobilisation sociale, il comprend aussi le blocage, des formes de désobéissance civile, de résistance passive, les piquets de grève. Sincèrement, je n'ai pas vu grand-chose de nouveau et il ne me semble pas que le niveau de violence aujourd'hui était particulièrement fort. Je veux rappeler ici... Il était plus lors des Gilets jaunes ? Oui. Peut-être. Je veux vraiment insister sur un truc de manière un peu solennelle. La principale violence aujourd'hui dans ce pays, elle est sociale. On a un taux de pauvreté qui explose. On a de plus en plus de travailleurs pauvres dans ce pays. On a beaucoup de familles qui sont à la rue. Je développe pas. Il y a un vrai problème. Les licenciements explosent, les usines ferment, etc. Une situation vraiment délétère. La deuxième violence, elle est politique et démocratique. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement depuis des années qui impose à toute force une politique qui est combattue par la majorité de la population, sans mandat électoral là-dessus, et qui, depuis en particulier les 3 dernières années, multiplie les coups de force démocratiques, ne respecte pas le résultat des élections. Je serais presque tenté de dire merci à Emmanuel Macron d'avoir nommé Sébastien Lecornu hier soir, parce que je pense que le fait qu'il ait nommé ce Premier ministre, qui lui est totalement inféodé, et tout le monde le sait très bien, c'est probablement un des facteurs de mobilisation qui a permis que la mobilisation aujourd'hui soit un peu plus forte que ce qui était attendu. Béatrice Gibelin, la première violence est là, et c'est d'abord avec ça qu'il faut rompre aujourd'hui. Sur le niveau de violence, il n'a pas été extrême. On voit toujours des images avec du feu, des palettes qui brûlent. L'image compte. La brasserie à Paris, dont on pense effectivement que c'est peut-être... C'est d'ailleurs peut-être un accident par ricochet d'une bombe lacrymogène des forces. On réédite, excusez-moi de vous couper, mais on réédite en fait ce qui s'est passé au Fouquet's. Le Fouquet's, à l'époque, il a brûlé. J'étais aussi là parce que j'ai fait beaucoup de manifestations. C'est des palais qui sont tombés et qui ont mis feu à la toile. Et là, c'est ce qui s'est renouvelé. En termes de violence aussi, si je peux réagir sur ça, je pense que c'est la violence, elle a été démontrée, enfin du coup, elle a été montrée. Ça a discrédité le mouvement des Gilets jaunes. Elle a été plus violente. Les Gilets jaunes, ça a été plus violent, mais inséré aussi par ce qu'on appelle des black blocs. Il y a eu des mouvements radicaux, des personnes radicales qui sont venues, des personnes qui étaient là pour ça. Aujourd'hui, je peux constater... Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, très très peu. Mais il faut dire aussi que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur avait mis des moyens.
Je veux dire, il avait annoncé 80 000 policiers et gendarmes. Il y avait des drones qui pouvaient tourner autour des lieux de manifestants de façon à savoir comment ils allaient se déplacer, s'organiser. Il y avait même des drones avec des lunettes pour voir dans la nuit, c'est-à-dire que tôt ce matin, pour les repérer, pour voir comment ils s'organisaient et pouvoir renseigner. C'est-à-dire qu'on a mis aussi les moyens que rien ne puisse s'installer dans la durée, ni de bloquer un périphérique, ni de bloquer longtemps un péage. Et là-dessus, je ne sais pas si ça ne se reproduira pas différemment, autrement, mais on ne peut pas nier qu'il y a eu une volonté, et Laurent Nunez n'est pas le préfet de Paris, quelqu'un qui a une certaine habitude du maintien de l'ordre et qui a tiré quelques enseignements. Et regardez la gare du Nord. 1000 personnes voulaient rentrer dans la gare du Nord et être sur les voies. Ils n'ont pas pu le faire. Est-ce que la colère sociale pourrait devenir encore plus violente, notamment par quelque chose que ces derniers jours, ces dernières semaines sur ce plateau, on a pu voir, j'ai pu voir que voilà, les Français sont divisés. On le voit bien dans la politique et dans l'éclatement de l'Assemblée nationale. Les Français sont divisés. Il y en a qui veulent de la stabilité, d'autres qui veulent que voilà. Il y en a qui veulent taxer les riches, d'autres qui veulent pas. Enfin, voilà, c'est le jeu de la démocratie. Qui veulent taxer les riches, qu'il y en a qui ne veulent pas taxer les riches. En tout cas, attention là-dessus. Je pense qu'il y a une très large majorité. Mais les forces de gauche, même rassemblées, restent minoritaires par rapport à l'ensemble de la France. C'est une autre question. Est-ce que la colère sociale peut s'étendre, j'allais dire, à d'autres catégories de population? Pour s'étendre dans la révolte, dans la colère. Oui, mais pas forcément, j'allais dire, de manière traditionnelle, telle qu'on l'a toujours vécu, avec, on va dire, un affrontement gauche-droite pour être très caricatural. Est-ce que vous sentez quelque chose de plus complexe à l'œuvre aujourd'hui? Je dirais que je pense que ça va rallier encore d'autres personnes. Aujourd'hui, pour moi, on est aux prémices. Après, pour répondre sur la violence, je ne vous cache pas que je pense que ça dessert, en fait. Cette violence, elle dessert. Et je pense, et aussi, je peux peut-être partager que moi, personnellement, la violence, ça donne aucun crédit. Justement, ça dessert en fait les bonnes intentions. Forcément, il y a peut-être une modification, en tous les cas, de la contestation et qui passera pas par la violence. La colère restera. C'est quelque chose qui est très émotionnel. Mais je pense pas qu'elle amplifiera la violence. Concrètement, j'aimerais pas, clairement. Allez, on reviendra sur cette discussion, notamment le 18, parce qu'il est déjà 21h30. Le rappel de titre avec vous, c'est